Ce que vous allez entendre n'est enseigné nulle part. Ce que vous allez voir n'est reconnu par personne. Mais tout cela est réel. Et si ce que tu crois savoir de l'histoire n'était qu'un fragment, une version incomplète, réécrite, censurée, et si les pierres que nous observons depuis toujours étaient des livres, des machines, des avertissements. Bienvenue dans Hypothèse perdue, le film, une enquête documentaire qui rassemble, interroge et prolonge les mystères les plus profonds de l'Égypte ancienne. Prépare-toi à regarder autrement, car ce que l'histoire a effacé pourrait bien être ce qu'il fallait vraiment entendre. Imagine que ce film soit un voyage, non pas linéaire, mais en spirale. À chaque boucle, une vérité que l'on croyait connaître se dérobe pour laisser place à une possibilité oubliée. Tu ne trouveras ici aucune vérité définitive, mais une série d'indices, de signaux, de fractures dans le récit officiel. Imagine-toi face à un colosse de pierre, figé dans le désert depuis plus de 4500 ans. La grande pyramide de Khéops à Gizeh, un monument si vaste que même nos machines modernes peineraient à le reproduire. 2,3 millions de blocs, érigés avec une précision au millimètre près, orientés au nord géographique, avec une erreur de seulement 0,05 degrés, plus précise que la plupart des observatoires modernes, haute autrefois de 146,6 mètres, soit l'équivalent d'un immeuble de 50 étages. Officiellement, cette merveille aurait été construite en 20 ans sous le règne de Khéops. Cela impliquerait qu'un bloc ait été extrait, taillé, transporté, hissé et ajusté toutes les 2 à 3 minutes, jours et nuits, pendant 2 décennies, sans interruption. Mais attends, pas de roues en usage, pas de poulies, aucun acier, pas d'écriture technique documentée, aucun schéma architectural retrouvé, et surtout, aucune trace de rampe massive de la taille nécessaire, aucune, ni à Gizeh, ni ailleurs. Le chantier aurait nécessité au moins 20 000 à 30 000 ouvriers, des carrières distantes, parfois de 900 km, comme Aswan, et une organisation presque militaire. Même aujourd'hui, une telle entreprise mobiliserait des grues haute capacité, des engins de chantier guidés par GPS, des modèles 3D en phase de planification, une logistique informatisée à flux tendu. Et pourtant, il n'existe aucune trace d'expérimentation progressive dans l'histoire égyptienne. La grande pyramide arrive parfaite dès le départ. Ni prototype, ni version test, juste la version finale. Et puis il y a cette autre anomalie. Aucune momie n'y a jamais été retrouvée. Pas de hiéroglyphes, pas de fresques internes, pas de sarcophage ouvragé, juste des couloirs vides, une acoustique étrange et des chambres alignées vers les étoiles. Alors pourquoi persister à dire qu'il s'agit d'un tombeau? Et si la pyramide de Khéops n'était pas un tombeau, mais un dispositif? Et si elle avait été conçue non pas pour abriter un corps, mais pour générer une énergie? Une machine silencieuse, sculptée dans la pierre, un amplificateur, un stabilisateur, un réacteur tellurique, une technologie fonctionnant par résonance, par alignement,
par vibration. Le granit contenant du quartz piézoélectrique. Les galeries jouant le rôle de résonateur. Les chambres centrales concentrant une onde. Tout semble trop précis pour n'être que symbolique. Et si les Égyptiens n'avaient pas construit la pyramide, mais réutilisé une structure plus ancienne? Comme on grave une signature sur une œuvre qu'on ne comprend pas, mais qu'on veut posséder, la pyramide serait alors un fragment d'un monde antérieur, d'une civilisation disparue, capable de maîtriser la matière, les champs d'énergie, les forces subtiles, pas un monument, pas un tombeau, mais un message, un vestige, le chantier impossible d'une histoire effacée. Des temples majestueux, des murs couverts de hiéroglyphes, des scènes répétées à l'infini, Dieu tenant des objets mystérieux, Pharaon transmettant l'énergie divine. Mais si ces images n'étaient pas seulement religieuses, et si ce que nous prenions pour de la symbolique était en fait fonctionnel, le trio sacré, l'Ankh, le Djed, le Was, ces trois objets apparaissent partout. L'Ankh, souvent appelé croix de vie, est tenu à bout de bras, dirigé vers les autres. Le Djed, pilier à 4 stries et toujours vertical, central, souvent stabilisé. Le Wa, bâton long surmonté d'un animal stylisé et porté par les dieux, orienté vers le ciel ou la terre. Mais prenons un instant pour changer de regard. Et si ces objets formaient un système énergétique, l'Ankh, le conducteur ou le transmetteur d'énergie, le Djedma, le stabilisateur, sorte de condensateur vertical maintenant la structure vibratoire, le Was, l'antenne qui canalise, oriente, amplifie. Cela ne ressemble plus à une croyance, cela ressemble à un schéma d'ingénierie énergétique. Des fresques montrent des prêtres utilisant ces objets dans des rituels codifiés. L'Ankh est posé sur les lèvres du pharaon, comme pour lui transmettre une fréquence. Le Djed est redressé rituellement lors d'une cérémonie annuelle. Le festival du Djed. Pourquoi redresser un simple symbole? Le Was est parfois représenté traversant des êtres hybrides ou orienté vers des autels, comme un vecteur. Même dans la fameuse scène du temple de Dendera, on voit une forme ressemblant à une ampoule, portée par un serpent, alimentée par un pilier Djed et connectée à un câble Was. Les sceptiques y voient un mythe, mais ceux qui cherchent y voient un plan. Imagine un schéma de circuit électrique. Maintenant, transpose ça. On a une transmission énergétique complète, et ça dans un temple vieux de plus de 4000 ans. Et si les temples égyptiens étaient des machines multidimensionnelles, pas seulement des lieux de culte, mais des interfaces entre l'humain et les forces subtiles, des résonateurs de savoir, des stations de calibration vibratoire. Les dieux n'étaient peut-être pas des entités à adorer, mais des archétypes scientifiques, porteurs d'un savoir codé, leurs gestes, leurs objets, leurs postures, autant de protocoles énergétiques. Et si les anciens Égyptiens, ou ceux qui les ont précédés,
avait compris que tout est vibration, que la matière, l'énergie, la conscience peuvent être manipulées, alignées, harmonisées. Le langage sacré devient alors manuel d'activation. Les hiéroglyphes deviennent interfaces de programmation. Les symboles deviennent opérationnels. Nous avons les monuments, nous avons les blocs, nous avons les traces, mais il manque l'essentiel, les outils, des temples entiers sculptés dans le granit, des sarcophages aux angles parfaits, des blocs assemblés avec une telle précision qu'il est impossible d'y glisser une lame de rasoir. Et pourtant, aucun outil capable de réaliser cela n'a jamais été retrouvé. Prenons l'exemple du granit d'Assouan. C'est une roche dure, composée de quartz, de feldspathe et de mica. Son indice de dureté Mohs est de 6 à 7. Le cuivre, le métal censé avoir été utilisé par les Égyptiens, n'a qu'une dureté de 3. Impossible donc de tailler efficacement du granit avec du cuivre. Et pourtant, les carrières montrent des traces de coupe nettes, stries circulaires comme laissées par des outils rotatifs, cavités cylindriques identiques à celles d'un carottage industriel, parois internes lisses comme du verre, sans marque de burin. Des chercheurs indépendants, comme Christopher Dunn, ont mesuré des tolérances dignes de l'industrie moderne. Certains blocs sont usinés avec une précision inférieure au dixième de millimètre, inconcevable à l'époque, selon la version officielle. On nous dit que tout cela aurait été fait avec des burins en cuivre, mais ces techniques laissent des traces spécifiques, des éclats, des irrégularités. Or, ce qu'on observe, ce sont des formes géométriques complexes, des angles droits parfaits, des évidements circulaires profonds, des surfaces planes à 100%, et surtout pas de traces d'erreur. Où sont les essais ratés? Où sont les expérimentations? Tout est terminé, parfait et lisse. Dans le Sérapéum de Saqqara, on trouve des sarcophages de granit de 80 tonnes, insérés dans des chambres souterraines étroites. Impossible de les manœuvrer avec des cordes, impossible de les placer sans levage contrôlé, et plus étrange encore, l'intérieur de ces coffres est parfois poli, cubique, symétrique, comme si la pierre avait été travaillée de l'intérieur, dans un espace clos. Quel outil permet cela dans l'Antiquité? Et si ce n'était pas mécanique? Et si la pierre avait été ramollie? Certaines théories suggèrent l'usage de fréquences, de chaleur ou de procédés inconnus pour affaiblir temporairement la structure atomique du granit. Ou bien, et si les blocs n'avaient pas été taillés mais coulés, comme une pierre liquide, puis durcie, moulée, une technologie oubliée, une géopolymérisation avancée. Rien n'a été trouvé, pas d'atelier de taille, pas d'entrepôt d'outils, pas de reste de meules ou de scie. Tout ce que nous avons, ce sont les œuvres, mais pas les mains qui les ont créées, pas les outils, pas les méthodes, pas les plans. Et si ces outils n'avaient jamais été destinés à notre compréhension? Et si la technologie utilisée venait d'un autre temps, d'un autre niveau de conscience?
ou d'une autre civilisation. Et si les pierres parlaient, pas en mots, mais en ondes, dans les temples les plus anciens d'Égypte, certains lieux chantent, des sons tournent, vibrent, entrent en résonance avec l'espace, comme si chaque structure avait été pensée pour générer un effet acoustique. À Saqqara, dans la pyramide à degrés de Djesser, une chambre vibre à 111 Hz. À Karnak, sous les colonnes du grand hypostyle, les sons graves se propagent et tournent. À Abydos, dans l'Osirion, des archéologues ont remarqué que certains mots résonnent plus fort que d'autres. Pourquoi cette fréquence? Pourquoi ces effets dans des lieux sans fonction religieuse évidente? Les Égyptiens auraient-ils maîtrisé la géométrie du son? Certaines fréquences reviennent souvent. 111 Hz. Fréquence associée à la régénération cellulaire et à l'intuition. 432 Hz. Fréquence harmonique naturelle, utilisée dans certaines musiques antiques. 72 Hz. 144 Hz. 288 Hz, toutes présentes dans les harmoniques des temples égyptiens et liées aux proportions cosmiques. Mais ce n'est pas tout. Les chambres internes de la pyramide de Khéops, elles aussi, résonnent. Le son y reste suspendu, amplifié, dirigé, et surtout, les sons graves s'alignent sur l'axe nord-sud, comme si l'énergie du lieu était canalisée par le son lui-même. Tout dans l'univers est vibration. La matière elle-même est une structure oscillante. Les atomes vibrent, les cellules réagissent au son. Les ondes sonores peuvent structurer l'eau, la lumière, la conscience. Alors imagine un temple conçu comme un instrument géant. Un accordeur de conscience, un activateur énergétique, architecture et ondes. La géométrie sacrée des lieux n'est pas aléatoire. Le carré base égale stabilité terrestre. Le triangle pointe égale élévation vers le ciel. La voûte égale amplificateur de fréquence. La colonne égale relais vibratoire. Les anciens auraient pu utiliser les propriétés naturelles de la résonance harmonique pour modifier les états de conscience. Les prêtres ne priaient pas, ils raisonnaient. Et si le savoir des anciens ne reposait pas sur des machines extérieures, mais sur l'interaction entre l'humain, la pierre et la fréquence, une technologie psycho-acoustique, une interface entre l'esprit et la mire. Chaque temple devenant alors une station de reprogrammation vibratoire, chaque rituel un protocole énergétique, et chaque note, chaque mot sacré, une clé d'accès à un champ invisible. La parole devenait un code, le lieu devenait un récepteur, et le corps un canal. On nous enseigne que l'histoire commence avec l'écriture, vers 3000 avant Jésus-Christ, que l'Égypte antique est l'un des premiers berceaux de la civilisation. Mais que faire lorsque les Égyptiens eux-mêmes affirment le contraire? Dans les textes anciens, les prêtres d'Héliopolis racontent une autre histoire. Ils parlent d'une époque antérieure, très ancienne, nommée Zep-Tepi, le premier temps où les dieux marchaient parmi les hommes. Avant les pharaons, avant les dynasties, avant même les hommes,
régnaient les Netjérou, des êtres puissants, associés aux étoiles, venus du ciel. Ils auraient bâti les premières structures, transmis les premières lois, fondé la géométrie sacrée et disparu. Des sources comme Manéthon, prêtre égyptien du IIIe siècle, avant Jésus-Christ, compilant une liste de rois couvrant des dizaines de milliers d'années. Il y mentionne 12 300 ans de règne divin, suivi de 2000 ans de demi-dieux avant l'arrivée des dynasties humaines. Or, la chronologie moderne ignore purement ces périodes. Pourquoi ? Certains sites égyptiens semblent bien plus anciens que leur datation officielle. Le Sphinx, érodé non pas par le vent du désert, mais par la pluie, ce qui impliquerait un âge d'au moins 9000 à 12 000 ans, selon certains géologues. L'Osirion d'Abydos, construit avec des blocs de granit cyclopéens, sans décor, sans écriture, comme si le style était plus primitif, plus brut et plus ancien que les temples environnants. Plus on remonte dans le temps, plus les constructions sont massives, précises, mystérieuses. Ce n'est pas une progression, c'est une régression. On ne trouve aucune trace de transmission écrite entre la période prédynastique et les grandes constructions. Aucune phase d'apprentissage. Pas de maquette, pas de plan, pas d'école d'architecture. Juste une explosion soudaine de connaissances techniques. Puis, tout décline. Les pyramides deviennent plus petites, moins précises. Les temples plus symboliques, moins technologiques. Comme si l'héritage avait été perdu ou volontairement dissimulé. Et si les anciens Égyptiens avaient hérité d'un savoir plus ancien, une civilisation antédiluvienne, disparue après un cataclysme, comme l'Atlantide décrite par Platon? Et si l'Égypte avait été choisie pour conserver ce savoir, un coffre-fort de pierre, un sanctuaire de mémoire? Les temples, les pyramides, les symboles ne sont peut-être pas des créations, mais des répétitions, des reconstitutions fragmentaires d'un système oublié. Les prêtres, les scribes, les initiés n'étaient peut-être que les bibliothécaires d'un savoir bien plus ancien, transmis dans un langage que seuls les murs peuvent encore chuchoter. Une mémoire effacée des livres, mais gravée dans la roche. Elle est là, massive, silencieuse, intemporelle. La pyramide de Khéops. Mais si cette forme n'était pas qu'un monument, et si ce que nous appelons pyramide était en réalité une machine, non pas figée, mais éteinte, non pas symbolique, mais opérationnelle. Les faces de la pyramide sont alignées avec une précision de 0,05 degrés sur les 4 points cardinaux. Le périmètre de la base divisé par sa hauteur donne approximativement 2 fois Pi. Les canaux internes pointent vers Orion, Sirius, Thuban, 3 étoiles centrales de la mythologie cosmique, qui calculent ainsi sans calculatrice, sans laser, sans modélisation 3D. Ce n'est pas un simple tombeau, c'est un plan, une fonction. À l'intérieur, 3 chambres principales. La chambre souterraine inachevée, ou volontairement laissée brute. La chambre de la reine. La chambre du roi,
entièrement en granit, avec un sarcophage vide. Mais surtout, la grande galerie, un couloir immense, incliné, résonnant, parfait dans ses proportions. Chaque pierre y est taillée avec une précision industrielle. Et l'ensemble agit comme un guide d'ondes. Ce n'est pas un couloir, c'est un résonateur acoustique. Le granit utilisé dans la chambre du roi vient d'Assouan, à plus de 800 km. Il contient un fort pourcentage de quartz. Et le quartz a une propriété unique, la piézoélectricité. Il transforme une pression mécanique en courant électrique. Et inversement. Alors que se passe-t-il si ce quartz, soumis à des pressions vibratoires, dans une structure orientée, résonante et isolée, est activé? On ne parle plus d'un monument. On parle d'un système énergétique passif. Certaines théories, comme celle de Christopher Dunn, décrivent la pyramide comme un oscillateur harmonique. Le Nil fournissait l'eau. L'eau circulait sous pression, dans la chambre souterraine. La grande galerie agissait comme un résonateur. Le granit transmettait l'énergie vers le cœur. Les canaux alignés jouaient un rôle de guide d'ondes, voire d'émission. Et le tout formait une machine fonctionnant sans carburant, uniquement par géométrie, vibration et résonance. Et si aujourd'hui, la pyramide n'était plus qu'un châssis, un coquillage vidé de son activation, les composants subtils manquent, le fluide, le catalyseur, la fréquence d'entrée, mais la structure est là, intacte, comme un circuit imprimé fossilisé. Et si un jour, on retrouvait le mot de passe, la bonne fréquence, le bon alignement céleste. La forme serait la clé. Le triangle n'est pas un symbole mystique, c'est un amplificateur naturel. La base carrée capte, la pointe triangulaire condense. L'ensemble agit comme un modulateur de champ. Et si cette technologie ne nécessitait ni moteur, ni carburant, ni métal, mais uniquement une forme parfaite, un matériau vivant, une intention vibratoire, alors la pyramide n'était pas un tombeau, c'était un réacteur, un cœur pétrifié, un code en attente d'activation. Si une civilisation ancienne a bâti les pyramides, sculpté le granit, maîtrisé l'acoustique, les énergies, les étoiles, alors la question suivante est inévitable. Où sont-ils passés? Pourquoi ont-ils disparu? Ou plus troublante encore, ont-ils choisi de disparaître? Et si la civilisation mère avait été effacée par une catastrophe planétaire? Des traditions du monde entier parlent d'un grand déluge. Chez les Égyptiens, les Grecs, les Sumériens, les Mayas, les peuples nordiques, on évoque une époque où les cieux sont tombés, la mer a englouti les terres, le feu est descendu du ciel. Les glaciologues ont identifié un événement climatique brutal. La fin du Dryas récent, vers moins 10 800 avant Jésus-Christ. Une période de réchauffement subi, suivie d'un refroidissement violent, probablement causé par une frappe cométaire ou météoritique. Et si cela avait anéanti la civilisation qui précéda l'Égypte? Et si les survivants n'étaient plus que les témoins muets d'un savoir perdu? Les civilisations naissent, grandissent et meurent. Certaines sombrent dans la guerre, d'autres dans la décadence. Mais certaines tombent dans l'oubli volontaire,
Et si cette société avancée avait été détruite par sa propre technologie, un excès d'énergie, une instabilité de conscience, une fracture morale, et si des sages, ayant vu l'implosion venir, avaient décidé de sceller le savoir dans la pierre pour qu'il ne soit réactivé qu'au moment juste, les temples ne seraient pas des sanctuaires, mais des capsules temporelles. Peut-être que cette civilisation n'a jamais complètement disparu, mais qu'elle s'est retirée, soustraite au regard, cachée volontairement. Des textes ésotériques évoquent une fraternité blanche, des gardiens de la connaissance ancienne, des initiés, dispersés, silencieux, opérant en marge de l'histoire, transmettant des fragments de savoir par les temples, les rites, les symboles. Et si certaines élites savaient, et si le secret de cette civilisation était protégé ou interdit? Ce que nous appelons histoire est souvent ce que le pouvoir a choisi de transmettre. Des dynasties, des empires, des religions. En bas, on brûle et modifie, réécrit. Peut-être que l'effacement est intentionnel, que des savoirs trop puissants, trop instables, ont été réprimés. Peut-être que la mémoire n'est pas perdue, elle est verrouillée. Et si ces constructeurs oubliés avaient prévu l'oubli, et si leurs œuvres avaient été conçues pour résister au temps, pour parler à l'avenir, à nous. Peut-être ne sont-ils pas morts, peut-être ont-ils laissé un signal, une balise, un code, et peut-être ce film, cette recherche, cette curiosité collective, fait-elle partie du réveil. Ils ne sont pas perdus, ils sont là, dans la pierre. Il y a des questions que l'on peut poser librement. Librement, et d'autres qui dérangent. Interroger l'histoire ancienne n'est pas interdit, mais remettre en cause le récit officiel, c'est franchir une frontière. Depuis le XIXe siècle, l'égyptologie moderne est dominée par une structure centralisée. Le service des antiquités égyptiennes, fondé par les autorités coloniales, puis repris par des institutions comme le British Museum, le Louvre, le Metropolitan Museum. Les fouilles sont autorisées, mais strictement encadrées. Les publications sont validées par des comités. Les interprétations doivent rester dans le cadre établi. Et certains sites, malgré leur intérêt majeur, restent inaccessibles au public ou inexplorés officiellement. Pourquoi ? En 1993, l'ingénieur Thomas Dobecki et le géologue Robert Schoch identifient une anomalie sous les pattes du sphinx. Une cavité rectangulaire, géométrique, un vide, mais aucune fouille n'est autorisée. En 2009, une équipe découvre un complexe souterrain sous Gizeh, lié aux écrits d'Hérodote. Résultat, silence, puis démenti. Puis disparition du sujet dans les médias. Le Sérapéum de Saqqara, des coffres de 80 tonnes dans des tunnels minuscules sans trace d'outillage compatible. Et pourtant, aucune explication officielle. Juste le silence. L'histoire n'est pas neutre. Elle est écrite par les vainqueurs. Et ceux qui contrôlent le récit
contrôle les croyances. Accepter qu'une civilisation avancée ait précédé l'Égypte antique, c'est remettre en cause les fondements de l'archéologie, le dogme de la linéarité du progrès, la place centrale de l'Occident dans la connaissance historique. Cela dérange, cela menace des institutions, cela ébranle des paradigmes. Aucune loi ne t'empêche de parler de civilisation disparue, mais essaye de publier une thèse universitaire sur les Anunnaki. Essaie d'obtenir des financements pour étudier la résonance dans les temples. Essaie d'explorer un site interdit sans autorisation. On ne t'emprisonne pas, on t'ignore, on te discrédite, on t'efface du champ scientifique. Et si certaines vérités étaient protégées non par ignorance, mais par volonté? Et si certaines élites possédaient des fragments du savoir perdu, mais les gardaient réservés pour des raisons de pouvoir, de contrôle, de temporalité? Peut-être que le savoir n'est pas perdu, mais verrouillé par des gardiens invisibles, des institutions, des dogmes, des traditions, qui, sans le dire, protègent l'accès à l'origine réelle de l'humanité. Et si les anciens Égyptiens n'étaient pas les plus anciens? Et si leur savoir ne venait pas de la terre, mais des étoiles? Dans plusieurs cultures antiques, le ciel n'est pas une frontière, c'est une origine. Les Sumériens, 2000 ans avant les premières dynasties égyptiennes, décrivent les Anunnaki, des êtres puissants venus d'ailleurs, descendus pour façonner l'homme à leur image et repartir un jour, laissant derrière eux des édifices, des codes, des symboles. On pourrait croire à un mythe, mais les détails sont troublants. Plans d'ingénierie, tablettes décrivant des orbites planétaires inconnues, connaissances astronomiques impossibles à acquérir sans télescope. Certains textes sumériens évoquent une planète cachée, nommée Nibiru, dont l'orbite serait extrêmement allongée, ne revenant dans notre système solaire que tous les 3600 ans. À son approche, elle causerait des troubles gravitationnels, des changements climatiques, des cataclysmes. Et si cette planète avait réellement interagi avec la Terre? Et si les anciens l'avaient connue, observée, crainte? Et si sa dernière apparition correspondait à la fin du monde antédiluvien? En Égypte, les temples et pyramides pointent vers des constellations, Orion, associé à Osiris, le dieu de la résurrection, Sirius, associé à Isis, déesse de la magie, la Voie lactée, vue comme le fleuve céleste, jumeau du Nil. Les 3 pyramides de Gizeh reproduisent la ceinture d'Orion. Le temple d'Hathor, à Dendera, contient une carte stellaire détaillée, sculptée dans la pierre. Comment expliquer une telle précision sans optique, sans satellite, sans instruments modernes? Pour les anciens, les dieux descendaient des étoiles, et les pharaons étaient leurs représentants. Chaque couronnement était une connexion céleste, une activation vibratoire entre l'humain et le divin. Et si les étoiles étaient plus qu'un symbole? Et si elles représentaient un réseau, un système de navigation, un point de retour? Les mythes sumériens, égyptiens, dogons, mayas
parlent tous de visiteurs célestes, souvent représentés comme hybrides, mi-hommes, mi-serpents ou ailés. Et si ces mythes racontaient une réalité déformée par le temps, et si les Anunnaki ou d'autres formes de conscience avaient ensemencé le savoir, non par magie, mais par transfert de technologie, par hybridation génétique, par contact direct. Aujourd'hui encore, certaines anomalies persistent. Émissions électromagnétiques non expliquées autour des pyramides. Alignements impossibles à observer sans outils modernes. Structures souterraines non explorées. Et si le lien n'était pas rompu? Et si les constructeurs revenaient? Ou n'étaient jamais vraiment partis? Peut-être qu'en regardant le ciel, nous regardons nos profondeurs. Et si ce que nous avons appelé mythe était mémoire? Et si ce que nous prenons pour des croyances était science oubliée? L'Égypte ancienne ne nous lègue pas seulement des temples. Elle nous offre des questions éternelles, gravées dans la pierre. Des structures si parfaites qu'elles défouillent nos lois. Des symboles si puissants qu'ils résonnent encore en nous. Des mystères si anciens qu'ils semblent attendre notre retour. Le savoir est là, dissimulé, codé, sous chaque colonne, derrière chaque cartouche, dans chaque vibration d'un temple déserté. Un savoir ancien, peut-être humain, peut-être venu d'ailleurs, peut-être les deux. Un savoir capable d'aligner la matière, l'esprit et les étoiles. Un savoir interdit, effacé, mais pas détruit. Ce n'est pas de l'archéologie, c'est un réveil. Un appel à voir, au-delà des murs, au-delà des datations, à questionner, à chercher, à douter. Les preuves sont là, dispersées, fragmentées, mais bien réelles. Et si nous en comprenons le langage, alors peut-être pourrons-nous enfin retrouver le fil de notre propre histoire. L'histoire ne s'est pas arrêtée, elle est cyclique, comme les planètes, comme les étoiles, comme les civilisations. Peut-être ne sommes-nous pas au sommet, mais dans un tournant. Peut-être ce que nous appelons le passé est notre propre avenir oublié. Les anciens le savaient. Ils ont tout laissé là pour que nous nous souvenions. La mémoire est intacte. Elle n'attend plus que d'être réactivée. Et si ce film, ce moment, ces images faisaient partie du réveil, ce que l'on appelle passé pourrait bien être notre futur. Le reste dépend de vous. Ce n'est pas une théorie, c'est une hypothèse perdue.